Madame, Monsieur, bonsoir. Le 8 décembre 2019, un nouveau coronavirus apparaît en Chine. Depuis ces dates, le Covid-19 s'est propagé dans le monde entier et le Maroc enregistre son premier cas de Covid-19. C'était le 3 mars 2020. Depuis, le Royaume a enregistré un peu plus de 952 000 cas de contamination, 936 000 guérisons et 14 809 décès. Presque un an, jour pour jour, que les autorités marocaines ont entamé une campagne de vaccination impressionnante et saluée de par le monde. Sur une population de 36 millions, 24 millions et demi de personnes ont reçu la première dose, près de 23 millions de doses et 2 300 000 triplement vaccinés. Troisième dose qui est pourtant fortement conseillée pour faire face au nouveau variant Omicron. Pour l'heure, le Royaume ne compte que quelques cas qui se trouvent sur le territoire marocain donc, puisque les autorités avaient mis le pays sous cloche dès l'apparition du variant en Afrique du Sud et ensuite en Europe. Donc ce soir, nous dressons le bilan Covid de l'année qui touche à sa fin et nous ferons aussi le point sur la situation et les risques de son évolution en compagnie de trois experts, en les personnes de Mustafa El-Fahim, directeur de la plateforme génomique fonctionnelle du Centre national de la recherche scientifique et technique, et également, bonsoir, et également de Saïd Afif, membre du comité scientifique et technique de vaccination. Bonsoir, professeur Afif. Bonsoir. Et se joint également à nous par téléphone, professeur Taïeb Hamdi, médecin et chercheur en politique de système de santé. Bonsoir, professeur Hamdi, bienvenue dans l'émission ce soir. Bonsoir. Donc avant de parler de bilan, puisque c'est une émission d'actu et l'actualité c'est aussi les rumeurs, alors ma première question est pour Saïd Afif. Est-ce que la situation épidémiologique aujourd'hui nécessite un retour à des restrictions plus... en tout cas, à plus de restrictions, n'est-ce pas? Et notamment avec le couvre-feu, comme c'est le cas dans quelques pays européens, et comme la rumeur le dit depuis quelques jours aujourd'hui au Maroc. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut éventuellement envisager un retour à ces restrictions? Premièrement, la situation au niveau de notre royaume, elle est stable. Donc, elle est stable, mais il y a des signaux d'alarme. Signaux d'alarme, c'est l'apparition du premier cas d'Omicron. C'est l'augmentation chaque jour du nombre de cas sévères et l'augmentation, même si elle est minime, du nombre de cas en général. Et aussi, signal d'alarme, la vaccination, elle freine. Donc, pour tout cela, nous sommes appelés, nous, citoyens marocains, à prendre notre responsabilité, chacun individuelle, à savoir respecter les mesures barrières, le port du masque, la distanciation et le lavage fréquent des mains, soit avec de l'eau, du savon, soit avec du gel hydroalcoolique. Pourquoi? Parce que cette première mesure, elle peut empêcher la contamination jusqu'à 90%. D'autant plus qu'on est en période hivernale, il y a beaucoup d'autres virus, le rhinovirus, l'adénovirus, le virus de la grippe. Et donc, les gens ont vit beaucoup plus à l'intérieur et il faut aussi à l'intérieur porter le masque. Le deuxième moyen, c'est la vaccination. Et quand on voit dans les pays comme la France où 640 000 personnes se vaccinent chaque jour avec la troisième dose, si on prend les chiffres de ce week-end, chez nous au Maroc, seulement 12 000 qui se sont vaccinés le samedi par la troisième dose, 2 500 le dimanche, encore plus grave, 822 pour la première dose le samedi et 132 pour la première dose le dimanche. Il faut savoir que notre pays, grâce à l'intervention directe de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, nous avons pu avoir les vaccins en quantité, nous avons encore une quantité suffisante pour vacciner et bientôt, début janvier 2022, notre pays va commencer à produire 5 millions de doses de Sinopharm. Donc, il y va de notre responsabilité si on ne veut pas vivre ce que vit maintenant l'Europe, à savoir la France, l'Allemagne et l'Angleterre. L'Angleterre qui enregistre
Il y a 3 semaines, il n'y avait pas ça. Mais elle enregistre aujourd'hui plus de 90 000. Oui, mais alors, Saïd Afif, alors justement, si on ne veut pas tomber dans la même situation, est-ce que, compte tenu bien sûr des données que vous venez de partager avec nous, retour ou pas du couvre-feu? Non, Ruth, le couvre-feu, notre État prend cette décision sur recommandation du comité scientifique Oui. quand il y a une augmentation importante c'est-à-dire quand Ce n'est on pas le cas voit aujourd'hui, professeur Afif. Est-ce le cas aujourd'hui? La situation est stable. Non, la situation est stable aujourd'hui. Ceci D'accord. dit, comme je l'ai dit, c'est un signal d'alarme. C'est à nous de prendre notre responsabilité. Il ne faut plus qu'on voit les gens ne pas porter le masque quand on le voit dans la rue ou bien dans les transports en commun. Ça, c'est une question qui est primordiale. Respecter les mesures barrières, se faire vacciner les 2 doses et la 3e dose. Pourquoi? Parce que les gens, ils protègent leur santé, mais ils protègent toute la communauté. Donc, il y va de notre responsabilité et notre État joue toujours cet équilibre entre la santé et la santé et l'économie. Et il faut savoir que notre État a pris disposition que maintenant les États européens viennent juste de commencer à prendre, à savoir la suspension des vols. Ça a permis de retarder l'apparition d'Omicron. Donc, notre État fait tout à nous aussi de faire ce que nous devons faire en tant que personne. Très bien. Peut-être une réaction. Respecter les mesures et la vaccination. Oui, alors peut-être une réaction, professeur Taïb Hamdi, par rapport à cela et par rapport à toutes les mesures qui ont été prises. Est-ce que d'autres mesures ou de nouvelles restrictions sanitaires pourraient être à prévoir selon l'évolution naturellement de la propagation du virus et notamment de ce nouveau variant Omicron sur le territoire? Effectivement, j'approuve complètement ce que vient de dire mon ami Dr Afif. C'est ce qu'il a appelé des signes d'alarme. Ce sont en fait des ingrédients pour malheureusement une complication de la situation épidémique. On doit faire face à l'entrée de l'hiver à une vague Delta qui est liée cette fois-ci à la saison, à la propagation du virus pendant la saison hivernale. On doit faire face à l'apparition de ce nouveau variant Omicron qu'on a détecté déjà au Maroc et qui malheureusement dans les cas se double tous les 2-3 jours, qu'il y a un certain échappement immunitaire. De vaccins, ça ne protège que de 30%, 2 injections, ça ne protège que de 30% contre l'infection, 70% contre les formes graves. 3 injections, ça protège énormément. On a une vaccination, une campagne de vaccination qui est au ralenti. On a un relâchement de la population par rapport. Donc, vu les données qu'on a actuellement sur l'Omicron, il ne faut pas se croire que l'Omicron, c'est un variant qui est moins virulent, donc on peut se relâcher. Pas du tout. Un variant qui est moins virulent de 30%, 40%, alors qu'il a une transmissibilité de plus de 100%, 200%, 300%, voire même 400%, et qui échappe à l'immunité, malheureusement, c'est un virulent qui est encore plus grave que Delta sur le plan épidémique. Maintenant, avec toutes ces données, oui, il y aura des restrictions. Les restrictions s'imposent. Ils vont s'imposer tôt ou tard. Mais est-ce que, oui, si les cas arrivent à combien? Parce que là, on ne dépasse pas, on est autour d'une moyenne quand même quotidienne d'un peu moins de 200 cas, ou autour de 200 cas. Est-ce que est-ce que le retour à de nouvelles restrictions est tout simplement, est-ce que c'est logique avec le nombre de cas qui sont enregistrés chaque jour? Je réponds à la question. Après, il faut dire que le recours aux restrictions, ce sera nécessaire au vu de l'expérience des autres pays. Donc, c'est nécessaire. Maintenant, la question est-ce qu'on ne va pas avoir recours aux restrictions? Mais la question c'est quand et à quel degré et pour combien de temps? Donc, ce sont les 3 vraies questions. Et la question, est-ce qu'on a des restrictions? On les aura. Maintenant, est-ce que c'est quand et à quel degré et pour combien de temps? Alors, quand on se base pour prendre des mesures restrictives sur des éléments. Premièrement, sur les contaminations. C'est vrai.
Mais la contamination, c'est lié à la capacité de tester. Nous, on fait 10 000, 15 000 tests par jour. Donc, il ne faut pas se baser sur le nombre de contaminations pour décider. Il ne faut pas attendre de gros chiffres pour décider des mesures supplémentaires. Deux, avec l'Omicron, malheureusement, avec l'Omicron, c'est une propagation très, 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 très rapide. Il faut se baser sur un autre élément, c'est la capacité de notre système de santé. C'est le deuxième élément sur lequel il faut se baser. Troisièmement, il faut se baser sur les acquis qu'on a. Qu'est-ce qu'on a comme risque, qu'est-ce qu'on a comme population et respect des mesures barrières. Un pays dont la population respecte les mesures barrières, respecte les recommandations, s'adapte aux recommandations facilement, peut attendre quelques temps avant de décider des mesures barrières, des mesures restrictives. Si on a une population qui n'est pas vaccinée, qui n'est pas bien vaccinée, je dirais bien vaccinée par rapport à Omicron, si on a une population qui ne respecte pas les mesures barrières, qui tarde à respecter les recommandations, je pense que ce sont là les éléments essentiels pour prendre les éléments. Alors, au vu du ralentissement de la vaccination et surtout la troisième dose, parce que sans la troisième dose, malheureusement, face au Omicron, nous ne sommes pas bien protégés. Et devant le relâchement de la population, devant la gravité d'Omicron et de sa transmissibilité, je pense que nous serons amenés très prochainement à prendre des mesures restrictives. Maintenant, c'est à la population, comme l'a dit mon ami Dr Afif, comme l'a dit, c'est à nous, en tant que citoyens, de décider quel degré et quelle est la durée. Si on se vaccine vite, si on respecte les mesures barrières, on ne va pas obliger l'État à prendre des mesures sévères et pendant longtemps. Sinon, si on se vaccine, donc on va dispenser l'État de ces mesures très restrictives. Autrement, il n'y a pas d'autre solution. Et surtout, il faut faire la différence entre les régions pour les mesures. Il n'y a aucune raison d'appliquer les mêmes mesures partout. Et deuxièmement, sur les vaccinés et les non-vaccinés. Mais rappelons que seulement 1/10 des doublements dosés ont reçu la 3e dose de vaccin. Dr Mustapha Al-Fahim, bonsoir à nouveau. Je rappelle que vous êtes directeur de la plateforme génomique fonctionnelle du Centre national de la recherche scientifique et technique. Donc, puisqu'on parle chiffres, combien de cas avérés, confirmés du variant Omicron ont été détectés à ce jour au Maroc? Alors, bonsoir tout le monde. Donc, pour l'instant, on a un seul cas. Et puis, il y a d'autres cas dont on saura incessamment vraiment s'ils sont Omicron ou non. Et donc, le nombre d'échantillons suspects augmente. D'accord. Alors, combien de temps prend, justement, ce que vous avez dit incessamment, cela m'a interpellé ma curiosité. Combien de temps cela prend-il pour faire les tests nécessaires pour déterminer si le variant est effectivement Omicron ou un autre, Delta en l'occurrence? Alors, ça dépend des technologies qu'on utilise. Nous, dans la plateforme, on a mis en place 2 approches pour détecter les variants. La première approche est basée sur le séquençage première génération du gène qui code pour la protéine Spike. Et là, ça prend 24 à 48 heures pour avoir le résultat définitif. Pour la technologie nouvelle génération de séquenceurs qui séquence le génome en entier, ça prend entre 3 à 5 jours. Très bien. Pourquoi on évoque que cette protéine-là de Spike, en l'occurrence? Pourquoi, quand on parle de Omicron? Oui, alors la Spike protéine, c'est la protéine que le bêta-coronavirus utilise d'abord pour rentrer dans les cellules. Deuxièmement, c'est la protéine qui est la plus représentée sur sa membrane et c'est la protéine la plus antigénique. Donc, quand on est vacciné ou bien quand on a contracté le virus, donc les anticorps, la majorité des anticorps vont être dirigés contre cette spike protéine. Et donc, lorsqu'on veut classer même les variants, on les classe en fonction des variations des acides aminés de cette protéine. L'OMS donc a donné une échelle de gravité qui dépend justement de ces variations au sein de la protéine S, de 1 à 4. Donc les variants préoccupants, ce sont des variants où on a
enregistrer des variations au niveau de la spike protéine dans des endroits précis. Ces endroits, c'est le RBD, c'est-à-dire c'est la partie de la spike protéine qui permet de se fixer sur le récepteur qui est dans nos cellules. Donc, s'il y a des variations à ce niveau-là, donc l'affinité de cette spike protéine pour le récepteur, il va augmenter. Et si l'affinité pour le récepteur augmente, ça veut dire qu'il y a beaucoup de virus qui vont rentrer et donc une charge virale très élevée et donc une transmission plus accentuée. Alors, quand vous parlez de variation, et on dit aussi que le virus mute, quelle est la différence entre ces deux principes? Et aussi, est-ce que, parce que cela a déjà été d'ailleurs évoqué dans le cadre de cette émission, enfin dans une émission précédente, que quand le virus mute, eh bien, il perd de sa puissance. Est-ce vrai dans le cas de Omicron en l'occurrence, et surtout de préciser entre mutation et variation aussi? Alors très bien, pour clarifier les choses, lorsque on a le génome, donc le génome c'est le matériel génétique de ce virus, ce génome elle est composé de nucléotides, c'est-à-dire les building blocks, c'est-à-dire les éléments qui constituent notre matériel génétique, qui est un ARN. L'ARN est composé de 4 bases, A, U, C et G. Donc ces 4 bases vont former une chaîne, donc une séquence. La séquence de ce génome compte environ 30 000 lettres. Et donc, lorsque une lettre est substituée par une autre, par exemple un A qui devient un C ou bien un C qui devient un G dans une position précise, on parle de mutation. Les mutations affectent le matériel génétique. Ces mutations, ils peuvent se traduire au niveau des protéines par des variations au niveau des acides aminés. Et quand on dit qu'il y a des variations au niveau des acides aminés, la conformation tridimensionnelle de cette spike protéine va changer. Et donc, lorsqu'on parle de protéines, on parle de variation. Lorsqu'on parle de matériel génétique, on parle de mutation. Alors, les virus à ARN sont connus, ce sont des virus qui mutent pas. Pourquoi? Parce que l'objectif de virus, ou bien l'ultime objectif, c'est de se multiplier. En se multipliant, il doit répliquer, faire des copies de ce matériel génétique. Et au moment de cette réplication, qui est une réaction enzymatique, il y a des erreurs qui se glissent. Alors, il y aurait donc 2 types de mutations. Des mutations à travers lesquelles le virus va acquérir une certaine potentialité et acquérir plus de flexibilité à se transmettre, plus de virulence éventuellement et plus d'échappement à certains anticorps, qu'ils soient d'origine vaccinale ou d'origine naturelle. Et donc, ces variations-là, ils vont donc se traduire par un renforcement des capacités de virus. Mais parfois, puisque les mutations sont aléatoires, il se peut que certaines mutations vont être en défaveur du virus. Et donc, il y a une donnée qui est fondamentale dans la virologie, c'est que les virus continuent à muter jusqu'à atteindre l'apogée de leur mutation. Et là, lorsqu'ils atteignent cet apogée de mutation, oui, il y aurait donc un déclin et un déclenchement de sa disparition. Donc, c'est avéré pour d'autres virus. Et donc, est-ce qu'il va être la même chose pour le bêta-corona? Donc, c'est le temps qui le déterminera. Très bien. Bon, parce que vous avez insisté justement un peu plus tôt, docteur Afif, sur l'importance de la vaccination. Pourquoi la 3e dose est importante pour contrer les effets de ce variant, notamment Omicron, notamment cette période hivernale, et surtout aujourd'hui, pourquoi ça tarde à convaincre, pourquoi cette 3e dose tarde à convaincre chez nous? Il y a, comme vient de l'expliquer, mais vraiment très clairement, le professeur Fahim, quand on revient aux explications claires, comme il l'a dit, on sait que l'importance de la vaccination est d'avoir beaucoup d'anticorps pour se défendre contre ce virus-là. Les études, et on attend encore, il faut le savoir, on attend encore les études
qui vont venir de l'Angleterre, on a montré que la personne, quand elle est vaccinée, 2 doses, elle est protégée, mais quand elle est vaccinée avec la 3e dose, surtout, maintenant on le sait, que ce n'est pas 6 mois après la 2e dose, mais par exemple la France commence à vacciner 4 mois après la 2e dose. On renforce l'immunité, c'est pour cela que c'est appelé 3e dose booster, pour éviter justement les formes graves. Et ça, on peut, les premières études venues d'Afrique du Sud disent que c'est jusqu'à 75%. Avant, pour le Delta, qui est actuellement le plus fréquent chez nous au Maroc, c'est 90%. Il faut le savoir que le problème de ce virus, ce n'est pas la maladie en elle-même, c'est les formes graves. Et les formes graves, malheureusement, viennent chez les personnes qui ont une immunité diminuée. Au niveau du Maroc, on a seulement 5500 lits de réanimation. Donc, si on a beaucoup de personnes qui sont en réanimation, et je reviens à votre première question, l'État prend les mesures restrictives qui sont encore plus drastiques. Il faut savoir qu'il y a d'autres malades qu'il faut soigner. Donc, quand on réserve des unités au Covid alors qu'il faut qu'elles soignent d'autres personnes, ça quand même pénalise tout le système de santé. C'est pour cela que nous insistons sur la vaccination, 1e, 2e dose, mais nous disons aussi que la 3e dose devient nécessaire. Ce n'est pas un rappel, c'est un booster. Oui, mais alors justement, c'est un booster. Professeur Taïeb Hamdi, si on parle d'un booster, qui doit recevoir cette 3e dose? En l'occurrence, si je reformule ma question, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'établir d'abord le degré d'immunité de la personne avant de lui injecter une 3e dose? Non, pas du tout. Déjà, vis-à-vis de Delta, les études ont montré, maintenant la 3e dose est utilisée largement dans beaucoup de pays, donc on a des données, non seulement de laboratoire, mais des données dans la vie réelle. Déjà face au Delta, parlons de Delta, de 3e dose et de Delta. Déjà face au Delta, on sait que dans le laboratoire, le fait de recevoir la 3e dose, ça fait augmenter de 30 à 40 fois les anticorps donc chez la personne qui a reçu cette dose. On sait aussi qu'à partir de 6 mois, les anticorps baissent. Mais il n'y a pas que les anticorps, il y a aussi l'immunité cellulaire. Mais on sait qu'à partir de 6 mois, les gens qui sont doublement vaccinés, malheureusement, ils vont de plus en plus vers la réanimation, même si ils sont beaucoup plus protégés que les personnes non vaccinées. Donc, si on compare Delta maintenant face à Delta, si on prend un chiffre, les personnes, par exemple, qui ont 60 ans et plus, qui ont reçu la 3e dose, par rapport aux personnes non vaccinées du même âge, c'est 50 fois moins, c'est 5000%. C'est 50 fois moins, c'est énorme, moins de décès. C'est 65 fois plus, c'est 65 fois moins de formes graves. Si on compare maintenant face à Delta, la 3e dose, c'est tous les groupes d'âge confondus, indépendamment de l'âge, de 18 ans et plus, c'est 81%, 83% de décès de moins, de risque de décès. C'est 93% de risque de forme grave. Donc déjà, face à Delta, la 3e dose, la dose booster, c'est une nécessité. Maintenant, avec Omicron, quelles sont les données qu'on a? Avec Omicron, les personnes qui sont doublement vaccinées, ce sont des études de Pfizer en Afrique du Sud. Les gens qui ont reçu 2 doses, on a une baisse de leur anticorps de 41 fois. Pas des anticorps, du pouvoir de neutralisation de leur anticorps vis-à-vis d'Omicron de 41 fois. La dose booster, la 3e dose, fait augmenter ce pouvoir de neutralisation 35 fois. Donc ça équilibre. Dans la réalité, maintenant on a les personnes qui sont doublement vaccinées. Ils font presque 30, ils ont l'efficacité pour ne pas faire la Covid, c'est de 30%. C'est très très peu par rapport à ce qu'on avait 95% vis-à-vis de la souche classique. Et c'est 70% pour 2 doses. C'est 70% d'efficacité contre les formes graves et de décès. C'est bien,
70%, c'est une très bonne chose, mais c'est beaucoup moins que les 90% qu'on avait. Maintenant, avec 3 doses, on a 80% de protection contre le Covid, c'est-à-dire les personnes qui a, avec Omicron, la personne qui a reçu 3 doses, il a 80% de chances de protection, de faire l'infection, d'attraper le virus. Et la protection contre les formes graves et les formes et le décès, c'est plus de 90%. On revient à notre forme initiale. C'est pourquoi maintenant la 3e dose, ce n'est pas une dose de rappel. Maintenant, le schéma, le régime standard de la vaccination contre la Covid-19, c'est 3 doses. C'est la première, la deuxième et la 3e après quelques mois. C'était 6 mois, peut-être ce sera 5 mois ou 4 mois. On va voir avec les études. Donc, il ne faut pas que le délai soit très raccourci parce que ça réduit la force et la durée. Et il ne faut pas qu'il soit très long pour ne pas laisser des lacunes de protection. Donc, si on se pose maintenant la question, c'est pour qui la 3e dose? C'est pour toutes les personnes qui ont 18 ans et plus et qui ont reçu leur 2e dose il y a 6 mois ou 5 mois. C'est important, c'est hyper important, c'est très très important la 3e dose. Sans la 3e dose, malheureusement, on risque de transmettre beaucoup de virus, on risque de voir beaucoup de cas de Covid, on risque de voir le système de santé menacé. Donc c'est à partir de 18 ans. Maintenant, si vous posez la question de la priorité, c'est pour qui? Bien sûr, si on n'a pas assez de doses, si on n'a pas assez de moyens, c'est pour les personnes vulnérables, les personnes âgées, les personnes qui ont des chroniques. Mais tant qu'on a les moyens, tant qu'on a les doses, tant qu'on a les stocks de vaccins, tant qu'on a des équipes de vaccination qui sont là, qui attendent les bras à vacciner, c'est une obligation et c'est une urgence et c'est une nécessité pour la 3e dose pour tous les adultes de 18 ans et plus. Et même une étude en Israël a montré que la 3e dose a pu briser une vague. La vague Delta en Israël a été brisée grâce à la 3e dose. Donc, maintenant, on ne se pose plus la question sur la 3e dose. Maintenant, il faut aller prendre sa 3e dose. Et pour les gens qui n'ont pas encore pris la première et la deuxième, il faut se précipiter à le faire parce que 1 dose, 2 doses, 3 doses, c'est le régime standard qui va nous protéger contre Delta, contre Omicron et même, je peux avancer selon les experts qu'avec 3 doses, et même, on pourra être protégé contre d'autres mutants qui vont apparaître parce que la 3e dose ne fait pas augmenter seulement la quantité des anticorps, mais la 3e dose, il fait transformer la qualité aussi des anticorps. Les anticorps, ils sont de plus en plus intelligents, je dirais, entre guillemets, ils savent contrarier le virus, ils savent tuer le virus, ils savent s'attaquer au virus à chaque fois qu'on a une dose de plus. Donc c'est une amélioration sur le plan quantité et c'est une amélioration sur le plan qualité. C'est pourquoi peut-être, on l'avait dit avant Omicron, on avait dit que les personnes qui ont 3 doses vont pouvoir peut-être faire face à un nouveau variant. Les études le montrent actuellement. Et si on a 3 doses, peut-être même qu'ils seront protégés contre d'autres variants qu'on n'espère pas voir. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Parce que avant, la 3e dose était prescrite à partir de, en tout cas après 6 mois de la prise de la 2e dose. Il devait y avoir une 4e dose, parce que vous dites que s'il y a un nouveau variant, eh bien la 3e dose, elle peut aussi le protéger contre un nouveau variant si il y a un nouveau variant après Omicron, ce qui est sûr du point de vue scientifique. Donc du coup, est-ce que la période elle a été restreinte à 4 mois? Donc est-ce que ça va devenir trimestriel, mensuel? Parce que c'est des questions que se posent beaucoup de personnes. Parfaitement. C'est un petit virus de taille très très minime, mais la science reste modeste. On sait que la 3e dose, on savait déjà quand il y avait des essais cliniques, on savait que 2 doses séparées d'1 mois, c'est pas le délai entre 2 injections, c'est très très important en matière de vaccination. Pourquoi? Absolument. Plus le délai entre 2 doses est long, plus on a plus d'immunité et plus la durée de la protection est longue. Alors on se pose la question, alors pourquoi ils nous ont dit au départ 1 mois entre les 2 doses? Parce que 1 mois entre les 2 doses, parce que c'était l'urgence, il fallait protéger la vie des gens. On savait que entre 2 doses, ce ne sera pas, la protection ne sera pas très 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 durable dans le temps. Mais on sait, c'est pourquoi maintenant aujourd'hui on n'a pas
raccourcir très très vite de 6 mois à 3 mois, par exemple, la troisième dose. Pourquoi? Parce que si le délai est très court, on va perdre en force d'efficacité, en durée. Et si on attend beaucoup plus, on va laisser les gens sans protection pendant un certain temps. Donc il faut trouver il faut trouver la durée optimale pour ça. Et cette durée optimale, on va la trouver dans les semaines à venir avec plus d'études. Maintenant, est-ce qu'on aura besoin d'une quatrième dose? Après, si on prend une dose, troisième dose, 6 mois, 5 mois après la deuxième dose, l'efficacité sera longue. Maintenant, ce sera longue et durable et forte. Maintenant, s'il y a émergence d'un autre variant, personne ne peut répondre à cette question. Mais dans tous les cas, heureusement pour nous, qu'il y a cette vaccination qui est toujours efficace et il y a la recherche scientifique qui sait adapter les vaccins avec l'émergence des variants. Mais le plus important serait, le plus intelligent serait, c'est de ne pas faire émerger beaucoup de variants. Et comment le faire? C'est se vacciner le plus vite possible et respecter les mesures barrières. C'est le meilleur moyen pour réduire le risque de l'émergence de variants. Très bien, c'était clair. Professeur Mustapha Al-Fahim, alors, bon, est-ce que si venait à se propager autant que le Delta, est-ce que le virus, enfin plutôt le variant Omicron est préoccupant? Bien sûr, il a été classé comme préoccupant par l'OMS, mais est-ce qu'on peut s'attendre aussi à des répercussions aussi graves que le Delta? Alors, d'après les données que nous avons reçues de l'Afrique du Sud, donc on sait très clairement que l'Omicron se transmet très rapidement, mais généralement, elle est moins dangereuse que le Delta. Pourquoi? Parce que cet Omicron reste plutôt dans la voie respiratoire supérieure et descend rarement dans les poumons. Donc sur le plan gravité et sur le plan signe clinique, oui, ça se confirme, elle est relativement moins grave que le Delta. Maintenant, son comportement épidémiologique, elle est beaucoup plus préoccupant que ses conséquences cliniques. Parce que quand on regarde la courbe épidémiologique et l'allure de cette courbe, c'est une montée en fusée, c'est-à-dire presque perpendiculaire. Donc, pour dire que, comme professeur Dr Hamdi l'a dit, c'est la capacité de se multiplier, c'est-à-dire les cas se doublent tous les 2 à 3 jours. Donc, vous imaginez ça, c'est plus que exponentiel. Si on a une 5 aujourd'hui, demain on aura 10, après-demain ça va être 15, et là, c'est par personne. Mais chaque personne, il peut contaminer au moins 5 autres personnes. Donc, c'est cette situation qui est préoccupante parce qu'on se projette vers la capacité de notre système sanitaire à s'occuper des cas graves. Alors, plus on lui donne cette possibilité de se transmettre, plus on lui donne la possibilité d'atteindre la population fragile. Et s'il atteint la population fragile, qu'il soit vacciné ou non vacciné, il y aurait un engouement au niveau du système d'urgence, etc. Alors, les données qui viennent de l'Afrique du Sud également, ils ont montré que quand même le nombre de cas hospitalisés, elle est moindre par rapport à la même période que le Delta, et le nombre de personnes qui nécessitaient vraiment des soins intensifs est également moindre, mais ceci, c'est en Afrique du Sud. C'est la raison pour laquelle donc toutes les recommandations qui ont été faites par mes collègues Dr Afif et Dr Hamdi sont vraiment très très importantes. Donc il faut se faire vacciner, il faut aller pour la 3e dose. Et si je me permets d'ajouter juste une petite chose, par rapport à cette vaccination, l'Omicron a acquis vraiment une capacité d'échappement. Alors, qu'est-ce que c'est que cet échappement à la vaccination? Et quand on dit échappement à la vaccination, c'est vraiment échappement à ces anticorps qu'on a générés par le biais de la vaccination, comme les anticorps qui ont été générés naturellement par l'infection au virus. Donc, une fois on est infecté ou bien on est vacciné, il y a une panoplie d'anticorps qui sont là. Ces anticorps sont dirigés contre des parties bien précises de la protéine qu'on appelle les épitopes. Maintenant, donc les épitopes vont changer
Et donc, certains anticorps ne peuvent plus se fixer. Donc, leur capacité neutralisante va diminuer. Alors, si on est vacciné avec une quantité d'anticorps, il y a certains anticorps, ils vont perdre leur capacité de neutralisation. Avec le temps, la quantité d'anticorps, il va diminuer. D'où l'importance de la troisième dose pour augmenter la quantité d'anticorps qui va se fixer sur cet Omicron pour le neutraliser. Et pourquoi on a besoin de ça? C'est pour réduire sa capacité de diffusion, parce que plus elle atteint des personnes. Oui, alors, docteur El-Fahim, pourquoi dans des pays où le taux de vaccination atteint des niveaux très élevés, en l'occurrence, par exemple, pour ne citer que l'exemple de la Grande-Bretagne, pourquoi la propagation du variant Omicron est-elle aussi importante, malgré les niveaux de vaccination élevés? On a dit que le vaccin ne protège pas contre l'infection. Il protège contre les formes graves. Donc, bien qu'on soit vacciné, on va contracter le virus et donc on va être comptabilisé positif pour la PCR. Et c'est pour cela donc il y a ce nombre qui augmente. Mais par contre, il protège contre les formes graves. Donc, être vacciné ne veut pas dire qu'on ne va pas contracter le virus, mais plutôt la transformation et la gravité de la maladie, on est protégé contre les formes graves. Et bon, avec un variant comme Omicron, qui a acquis cette capacité d'échapper à cette vaccination, il n'y a pas d'autre solution efficace que de se booster pour augmenter la quantité d'anticorps pour empêcher sa propagation. Alors, le moment de la vaccination est également très important lors d'une évolution de l'épidémiologie. Donc, tant qu'on est dans une situation épidémiologique très stable et que l'Omicron ne s'est pas encore propagé de façon communautaire, c'est le moment idéal pour faire le booster, donc la troisième dose. Parce que si l'Omicron va augmenter, ça veut dire qu'il y aurait d'autres personnes qui vont avoir cet Omicron et donc le système immunitaire il va réagir contre l'Omicron et donc là, la réaction immunitaire avec les anticorps peut être compromise. Parfait. Docteur Saïd Afif, je reviens vers vous sur cette question de vaccination et sur l'évolution de la vaccination, comment vous la percevez pour les jours, voire les semaines à venir. Pourquoi cela tarde? Est-ce que vous pensez que l'imposition du pass vaccinal a eu l'impact contraire de ce qui était normalement souhaité à travers ce pass vaccinal, c'est-à-dire pousser les gens vers la vaccination? Est-ce que cela n'a-t-il pas retardé le processus de vaccination dans notre pays? Je voudrais juste compléter la réponse du professeur Fahim à propos de la Grande-Bretagne. Malheureusement, la Grande-Bretagne a choisi, disons, de baisser le masque, puisqu'il n'y avait pas les mesures barrières. On a enlevé le masque, on a enlevé on a enlevé le masque, on a enlevé la distanciation, on a enlevé le lavage fréquent. Et ça a fait que ça a augmenté depuis avant l'apparition de l'Omicron. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas ne pas respecter les mesures barrières. Et c'est la première condition, le port correct du masque, sans changement toutes les 4 heures et le lavage fréquent des mains toutes les demi-heures. D'ailleurs, il y a une étude britannique qui a montré que ça diminue la contamination jusqu'à 90%. Donc ça, c'est très important. Maintenant, avec la vaccination dans notre pays, moi je crois que maintenant, si on prend par exemple la France, elle revient au pass vaccinal et délaisse le pass sanitaire parce que c'est très difficile à réaliser de faire toutes les 48 heures une PCR. Donc, c'est très important d'accélérer la vaccination chez nous. Maintenant, les gens voient tout ce que fait l'Omicron dans les pays européens, toutes les restrictions qui vont avec cette propagation, comme ça a été dit par le professeur Fahim et par le professeur André. C'est très important d'augmenter, de profiter de cette accalmie, de profiter de cette situation épidémiologique que nous avons dans notre pays stable, de se faire vacciner les 2 doses. La 3e dose est importante. Donc, puisqu'il y a une circulaire qui dit tous les 6 mois, donc les gens qui ont plus de 6 mois pour la 2e dose doivent aller se faire vacciner
pour augmenter leur immunité, comme ça a été expliqué par le professeur Fahim. Comme ça, s'ils attrapent la maladie, ils feront des formes moins graves. Parce que nous avons les résultats de ce qui a été vu sur le terrain en Afrique du Sud, mais nous attendons les résultats de l'Angleterre. Et si on veut donner des résultats de chez nous, de la dernière vague, il faut savoir, ça les citoyens doivent le savoir, que 83% des décès de la dernière vague, ils étaient non vaccinés ou avaient reçu seulement une dose. Et les 17% avaient reçu les 2 doses, il y avait plus de 5 mois et demi après la deuxième dose. Donc, c'est important de respecter les mesures barrières, c'est important de se faire vacciner, c'est le seul moyen pour qu'on puisse avoir moins de restrictions et pour que ça, c'est très Quand vous dites c'est le seul moyen qu'on ait moins de restrictions, c'est-à-dire que c'est le seul moyen aussi peut-être d'ouvrir les frontières. Et, admettons si on ouvre les frontières et que la propagation d'Omicron... Oui, pardon, Aujourd'hui, l'ouverture des frontières n'est pas à l'ordre du jour parce qu'on voit que les autres pays referment leurs frontières. Aujourd'hui, on est là, nous avons juste le respect des barrières, la vaccination. Et il y a une chose importante qu'on a tendance à oublier, c'est que nous avons la chance, cette année, nous avons les cours en présentiel. Et ça, nous ne pouvons que féliciter nos enfants de 12-17 ans et leurs parents, parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 2 600 000 élèves qui se sont vaccinés et que ces élèves, même s'ils ne font pas de forme grave, ont participé à l'immunité collective. Donc, ils nous ont donné une leçon de citoyenneté et nous, les adultes, nous devons aussi aller se faire vacciner, faire les 3 doses pour ceux qui ont dépassé les 6 mois. Et ça, nous ne pouvons que dire bravo à tous les journalistes parce qu'ils participent à sensibiliser les citoyens et à l'importance depuis le premier cas. Et ça, c'est important. Notre rôle à nous de dire, et aujourd'hui, avec les médias, on voit ce qui se passe dans les autres pays et nous ne voulons pas arriver à ces situations avec plus de restrictions parce que, on le dit en arabe, donc à nous de prendre nos responsabilités, de respecter les mesures et d'accélérer la vaccination. Très bien. Taïeb Hamdi, peut-être un dernier mot pour clore ce tour de table et en l'occurrence justement pour terminer sur ce variant Omicron plutôt, est-ce qu'il a été importé ? Oui, à mon sens, clairement, il a été importé. Mais comment, puisque le premier cas a été détecté 2 semaines après la fermeture des frontières ? Et toutes les possibilités sont là. Peut-être il circulait avant même la fermeture des frontières. Peut-être que de toute façon l'enquête épidémiologique elle est toujours en cours. Une enquête épidémiologique ne veut pas dire forcément si on n'a pas trouvé, ne peut pas dire forcément qu'il n'y a pas de cas contact. Donc il faut attendre. Et en plus, on aura plus de données quand on aura d'autres cas. Et une comparaison de séquençage va nous permettre. Moi, une chose, la Grande-Bretagne, il est bien vacciné, mais c'est à 67-68%. Ce n'est pas assez pour faire face à Delta. Ce n'était pas assez pour faire face à Delta, ni même à Omicron aujourd'hui. Deuxième idée sur laquelle je veux revenir brièvement, c'est effectivement, on a des signaux de l'Afrique du Sud que les symptômes sont plus légers, qu'il n'y a pas beaucoup de cas graves. Les experts mettent en garde. D'abord, il faut attendre parce que maintenant, ça touche les jeunes et ça touche peut-être les personnes qui ont ne reçu qu'une seule dose et d'autres qui ont été infectés avant. Donc, ils ont une certaine immunité qui ne le protège pas contre l'infection, mais qui les protège contre les formes graves. Donc, il faut attendre, il ne faut pas se précipiter, même si on s'accorde à dire que ce variant ne sera pas plus virulent que Delta. Mais un variant qui est très, très transmissible, c'est beaucoup plus grave qu'un variant plus virulent.
Si on compare un variant à 50% plus transmissible à un variant qui est 50% plus virulent, on préfère avoir un variant plus virulent de 50% que plus transmissible de 50%. Maintenant, avoir un variant qui est de 200, 300, 400% plus transmissible par rapport à un variant qui serait moins virulent de 30% ou de 40% ou de 50%, malheureusement, si vous regardez un peu les bourses, si vous regardez les autres pays, pourquoi ils se précipitent? Parce qu'ils ont compris la leçon. Un variant plus transmissible, même s'il est moins virulent, il est plus dangereux sur le plan épidémique, comme l'avait souligné tout à l'heure Dr Afif et Professeur Fahim. Alors, justement, s'il est beaucoup plus contagieux, est-ce inévitable qu'on se retrouve déjà dans quelques mois, ça c'est sûr, dans quelques semaines même peut-être, que le variant Omicron soit dominant en Europe? Est-ce qu'on va se retrouver dans la même situation au Maroc? On ne va pas garder ces frontières éternellement fermées. Certainement. Le Omicron, il est là, il va détrôner les autres variants, quoi que l'on fasse. Ça, c'est certain. Maintenant, la question est comment décélérer. Pourquoi garder les frontières fermées si de toute façon c'est inévitable? Ce sont des questions que se posent beaucoup de personnes, oui. Vous le savez, professeur Hamdi. Parfait. Pourquoi on a fermé? On a fermé pour retarder le maximum et pour décélérer la propagation. Maintenant, je pose la question. L'Allemagne fait des restrictions. La France fait des restrictions de vol par rapport à la Grande-Bretagne. L'Allemagne fait Pourquoi? Absolument. C'est justement parce que ça va venir. Oui, on sait que ça va venir. Mais on veut que ça vienne pas d'un seul coup, pas un feu dans la brousse, comme on le dit, mais que ça vienne alors que nous sommes bien préparés pour faire face, que ça vienne doucement, que nous sommes préparés, que les gens ont déjà reçu leur 3e dose, qu'ils ont compris que les mesures barrières, c'est important. Donc, le fait que ça va venir ne veut pas dire ouvrir les portes grandes ouvertes à ce variant Omicron. Donc, certainement, les frontières seront bien sûr ouvertes, les vols ils vont reprendre, la vie va reprendre, mais quand on a bien maîtrisé, quand on aura maîtrisé la situation, ou au moins avoir le moins possible de dégâts. Ouvrir les frontières et les vols et fermer l'école, ce n'est pas une bonne chose. Prendre des mesures alors que d'autres mesures sont nécessaires. Par exemple, si demain, après-demain, nous sommes obligés de prendre des mesures qui vont affecter la vie sociale, les libertés des gens, la vie économique, l'école, c'est difficile. Donc, c'est toujours une balance bénéfice-risque. Et maintenant, il faut se protéger. On a un cas, il ne faut pas ouvrir les portes pour avoir beaucoup de cas encore plus. Ce ne sera pas d'une manière indéfinie. Ça va s'ouvrir, mais il faut voir les autres pays qui sont en train de faire. Ceux qui n'ont pas fermé sont en train de fermer actuellement. Bon, maintenant, partiellement ou totalement, c'est une autre question. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais les mesures sont nécessaires. Et chaque pays prend les mesures selon ses capacités. Le Maroc prend des mesures selon sa capacité de testing, combien il peut faire de tests, sa capacité de système de santé, combien il peut recevoir de cas graves, sa capacité économique, de convalescence économique et de reprise économique, et selon le respect, le degré de respect de la population des mesures barrières. Donc chaque pays, il prend ses décisions non seulement en fonction des indicateurs épidémiques, mais aussi d'autres indicateurs, système de santé, population et autres. Merci beaucoup. Merci, professeur Taïb Hamdi. Merci d'avoir été avec nous. Une dernière question à Mustafa Al-Fahim, directeur de la plateforme génomique fonctionnelle du Centre national de la recherche scientifique et technique. Par rapport à cette question d'importation du virus et de sa propagation, et faut-il réellement, ou comment faut-il se préparer à la propagation de ce variant Omicron? Alors, très bien. Donc, juste pour un petit peu par rapport aux mesures restrictives, les mesures restrictives sont dictées par l'évolution de la situation épidémiologique. La situation épidémiologique et son évolution, ils sont dictés, 1, par le comportement des citoyens, 2, par la nature du virus. Donc, le comportement des citoyens est très important en termes de respect des gestes barrières et bien sûr et en fonction de la nature de ce virus. Donc, en regardant ce qui se passe dans les autres pays avec cette augmentation flagrante de nombre de cas, donc il faut s'attendre également à la prochaine vague serait
une vague d'Omicron. Et dans ce cas-là, donc il faut prendre les mesures, déjà reprendre nos habitudes. C'est vrai que maintenant, ça fait 2 ans qu'on est habitué avec ce virus. On commence à se sentir beaucoup plus à l'aise. Il n'y a plus ce sentiment d'anxiété qui est engendré par un virus qu'on ne connaît pas comme au départ. Maintenant, on commence à s'habituer avec ce virus. Et donc, les gens prennent un peu plus de temps vraiment à réagir à tout annoncement ou bien à tout signal d'alarme quant au danger de ce virus. Non, nous sommes devant vraiment un danger qui est maintenant parmi nous, qu'il soit importé ou pas importé, elle est parmi nous. Et donc, la question qui se pose, c'est comment se préparer. Donc, il faut préparer notre système sanitaire. Il faut que les citoyens soient également préparés, sensibilisés. Ça, c'est votre rôle comme journaliste. Et je pense que vous le faites très, très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment, professeur Mustapha Al-Fahim. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission et d'avoir éclairé l'opinion publique de manière scientifique sur les réalités de ce variant Omicron et de la nécessité de la vaccination et du maintien des gestes barrières. Merci beaucoup, professeur. De rien, merci. Mes remerciements vont également aux 2 experts qui ont participé avec nous, en l'occurrence professeur Saïd Afif du comité scientifique et technique de vaccination et professeur Taïb Hamdi. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée.